facilitation des échanges commerciaux entre la RDC et le Rwanda. La route transfrontalière avec le Rwanda à la Ruzizi 1er au sud Kivu a été rouverte le lundi 30 août après sa réhabilitation par le gouvernement provincial. État de siège en Ituri, les forces armées de la RDC continuent de récupérer des zones jadis sous contrôle des rebelles Codeco. Actuellement, l'axe Iga-Barrière-Mungwalu est sécurisé par l'armée. La médecine traditionnelle à l'honneur aujourd'hui 31 août sur l'échelle africaine. La contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la Covid-19 est le thème de cette 19e édition. 20 ans après les débuts de leur intervention, les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan, a annoncé le Pentagone le lundi. Ils laissent le pays aux mains des talibans au terme de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Ravi de vous retrouver pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue. État de siège en Ituri au Nord Kivu. L'Assemblée nationale a prorogé cette mesure sécuritaire pour la 7e fois consécutive, malgré l'opposition de certaines opinions exprimées. La Chambre basse du Parlement a accordé 7 jours supplémentaires à la Commission défense et sécurité pour auditionner notamment l'IGF, les inspecteurs généraux des FARDC et de la police nationale congolaise. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a sollicité et obtenu de l'Assemblée nationale la 7e prorogation de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri depuis le 6 mai 2021. Dans son exposé des motifs, le gouvernement, par la bouche de la ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a motivé cette énième prorogation par le souci de permettre aux forces de défense et sécurité de poursuivre les opérations dans l'intérêt de matérialiser l'engagement du gouvernement à pacifier définitivement et complètement le pays. Avant l'exposé, la ministre d'État a obtenu un délai supplémentaire d'une semaine, soit jusqu'au lundi 6 septembre, afin de poursuivre les auditions de l'inspecteur général des forces armées congolaises ainsi que de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Entre-temps, la plénière a accordé un vote favorable à main levée à la quasi-unanimité à la demande de prorogation de l'état de siège en vigueur sur une partie du territoire national. Selon le président de la commission défense et sécurité, Bertin Moubonzi, les auditions des personnalités citées permettront notamment d'évaluer la régularité des différents marchés passés pendant cette période. Le temps matériel n'a pas permis à votre commission d'auditionner l'inspecteur général de finances, l'inspecteur général des FARDC et celui de la police nationale congolaise sur le suivi et le contrôle de fonds mise à disposition de l'état de siège aux ministères et services publics concernés. Il en est de même pour le gouverneur de la Banque centrale du Congo, que la Commission n'a pas pu entendre en sa qualité de caissier de l'État sur le fonds sorti en procédure d'urgence sans suivre le circuit normal de la chaîne des dépenses. Pour la ministre d'État, Rose Mutombo, le dernier voyage officiel du Premier ministre accompagné d'une forte délégation gouvernementale dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu participait de la même évaluation. Cette mission a permis au gouvernement de palper les réalités non seulement des populations locales, mais aussi et surtout celles des forces de défense et sécurité, en vue de l'accroissement de leurs capacités et moyens d'action indispensables à la poursuite des opérations. Les forces armées de la RDC continuent de gagner du terrain dans cette province où plusieurs localités ont été pacifiées grâce à la détermination de l'armée loyaliste. L'axe Iga-Barrière-Mungwalu, jadis bloqué par les rebelles Codeco, est d'ores et déjà rouvert et sécurisé par l'armée depuis les lancements des opérations militaires en territoire de Djougou. La frappe de l'armée régulière contre le groupe armé Codeco est incommensurable et sans état d'âme sur le front sud dans le territoire de Djougou. Partant de Iga-Barrière, Bambou, Kilo Mission, Kilo État et Kobu, jadis bastion de groupe armé Codeco, jusqu'à Mungwalu, dans le secteur de Banyali-Kilo, sont désormais pacifiés et demeurent sous contrôle
des forces armées. Après les opérations de ratissage dans la zone, les forces armées ont poursuivi les ennemis à Licei, Itendei, autre retranchement de Codeco. Toutes les forces engagés et déterminés à restaurer l'autorité de l'État en province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a instruit le général Niembo Abdallah, commandant adjoint du secteur opérationnel en charge des opérations et renseignements, de continuer la poursuite contre le rebelle à Libéria, Guado, Amayolo, Licei, Samangoli, dans le groupement Kaba Kaba et Kama. Ni les mauvais états de route et aucun obstacle n'ont pas empêché le rouleau compresseur des forces armées de mettre les ennemis de la paix au bout du rouleau. Au gouvernement, au Kokate, état de siège, Pollution des rivières Kasaï et Chikapa, les chercheurs du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo craignent une contamination des eaux souterraines. Selon eux, cette situation pourrait avoir des effets négatifs sur plusieurs années, notamment sur la faune et la flore. Ils en appellent donc à des solutions urgentes. Au Sud Kivu, le gouverneur Théo Ngouabidje a procédé à la réouverture du tronçon routier place Moulamba poste frontalier des Ruzizi 1er, soit 3,4 km réhabilité sur fonds propres du gouvernement provincial. La joie était à son comble, dont le chef de bénéficiaires, notamment les habitants de Ngouba et les petits commerçants qui ont vécu les calvaires pendant une dizaine d'années sur cette route qui relie la République démocratique du Congo au Rwanda via la ville de Bukavu à Mani-Joseph. C'est l'image qui restera jamais gravée dans la mémoire des Sud-Kivusiens, celle de la coupure du ruban symbolique qui marque la réouverture de la route nationale V9A, tronçon routier place Moulamba, jusqu'au poste frontalier Ruzizi 1er qui sépare la RDC et le Rwanda. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidje Kassi, dont le nom restera écrit en lettres d'or, n'a pas caché sa satisfaction après la réouverture au trafic de ces tronçons routiers dans la ville de Bukavu, après la fin des travaux d'asphaltage financés par le gouvernement provincial. Les travaux ont connu un retard à l'avènement du coronavirus, avec un impact non négligeable sur la trésorerie en province, ainsi que la difficulté de s'approvisionner en matières premières, des suites de la fermeture des frontières, a dit le gouverneur de province. Longue de 3,4 km, cette route constitue le plus vaste chantier entamé par l'autorité provinciale quelques mois après avoir pris la tête de la province, au moment où aucun transport en commun n'osait emprunter cette voie à cause d'un chapelet de nids de poules dans lesquels s'embourbait tout en roulant. Pendant plus de 5 ans, les habitants de Ngouba ne pouvaient plus avoir un taxi pour les amener chez eux. Le plus téméraire des taximens qui s'engageaient sur cette route faisait payer plus que le coût d'une course ordinaire. Car le projet que nous inaugurons aujourd'hui corrige une humiliation. Humiliation du pouvoir public par rapport aux citoyens, mais aussi de notre pays par rapport aux pays voisins. Il était également question de rendre les hommages au président Félix Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour doter la RDC des infrastructures routières modernes. Tout ceci ne saurait être possible sans le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons applaudir le Président de la République, puisque c'est lui qui veut que notre pays avance. Le changement dont on parle, ce n'est pas un changement verbal, mais c'est un changement dans les actions. Malgré ces 4 bandes et un espace séparateur, 1 kilomètre a coûté $824 000. Les éloges n'ont pas tari à l'endroit de Théo Ngouabidje Kassi, car la réhabilitation de la même distance, sous les standards identiques, varie entre 1 million et 2 millions de dollars en RDC. Restons dans cette ville, la source d'adduction d'eau des Wesha dans la commune de Bagira, au sud Kivu, vient d'être réhabilitée après plusieurs années de délabrement. Longtemps confrontée à la difficulté d'accès en eau potable, la population environnante retrouve enfin le sourire pour cette denrée alimentaire de première nécessité, ce grâce à l'appui du député national Olive Ndekereza. C'est un ouf de soulagement à de nombreuses familles qui ont vécu, après plusieurs années, des calamités. La source d'adduction d'eau de Wesha
a été enfin réhabilité. Au total, 13 robinets désormais disponibles pour servir la population jour et nuit grâce aux lampadaires mis en contribution pour lutter contre l'insécurité pendant les heures tardives. Le notable député national Olive Moudekireza, qui s'était investi pour la matérialisation de cet ouvrage, s'associe à la joie de la population longtemps confrontée aux difficultés d'accès d'eau potable dans leur milieu. Il n'y a pas de vie sans eau. C'est comme on dit, l'eau c'est la vie. Et vous savez, dans les standards et les normes, on ne doit pas aller puiser l'eau au-delà de 500 mètres. Mais vous avez vu, les gens venaient même de Boussoka, environ 1 kilomètre, venir puiser l'eau ici. C'est pour cette raison que j'ai compris et je vis qu'il est nécessaire d'accompagner la population en réhabilitant la source d'eau de Wesha. 13 bornes fontaines, en ajoutant les deux qui existaient déjà, qui datent depuis plus de 20 ans à l'époque de HCR. Quand il y a eu les réfugiés, on avait réhabilité l'eau ici. Ça fait plus encore de 20 ans que cette eau est réhabilitée avec les 13 robinets qui fait couler l'eau à tout moment. En dépit de cette réalisation, l'élu de Walungu affirme avoir réhabilité aussi au moins 6 ponts à travers la ville de Bukavu et ses environs. Des actions saluées par la population qui demande aux autres compatriotes de suivre cet exemple qui vise le développement communautaire de la RDC. En santé, la contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts des ripostes à la Covid-19, c'est le thème de la célébration de la 19e édition de la journée de la médecine traditionnelle africaine. Est-ce que la médecine traditionnelle pourrait-elle mettre fin à la propagation de la Covid-19 quand on sait que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, promet les produits anti-Covid congolais à Berlin dans une conférence de presse la semaine dernière avec ses homologues sud-africains, Cyril Ramaphosa et l'allemande Angela Merkel. Quels produits utiliser pour combattre la Covid-19 ? C'est la question que se pose le monde scientifique aujourd'hui. Face à l'impuissance devant cette pandémie qui a décimé le monde entier et continue ses ravages sous le plan sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé essaye de réfléchir en cette 19e édition de la médecine traditionnelle sur la contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la Covid-19. Déjà, sur le plan africain et plus précisément en République démocratique du Congo, il y a des produits qui font preuve d'efficacité devant Covid-19. Comme l'indique le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant ses homologues allemands et sud-africains. De ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à 2 produits, le Manacovid et le Doubaz C. Ce sont 2 produits anti-Covid et qui ont vraiment montré leur efficacité. Je ne peux pas dire à quelle hauteur, mais en tout cas, selon plusieurs scientifiques que j'ai consultés, ces médicaments ont eu de l'effet. Cette promotion inattendue a suscité des réactions positives de certains chercheurs congolais. Et si la solution à la Covid-19 provenait de la RDC et que le monde ne veut pas l'admettre? Dans un autre chapitre, l'Office national de l'identification de la population bénéficiera bientôt des véhicules terrestres, équipements du bureau et informatique. L'annonce a été faite lors de la cérémonie solennelle de pli relative à cet équipement. En présence des agents et cadres de la cellule de gestion des projets et des marchés publics, des soumissionnaires, des membres des commissions des passations des marchés, ainsi que des membres du comité directeur de l'ONIP, cette cérémonie a connu 4 moments forts, en commençant par le mot de bienvenue du directeur général de l'ONIP et président de la commission de passation des marchés. Je suis particulièrement heureux et honoré de vous accueillir dans ce cadre de l'immeuble C'est moi,
patrimoine de l'État congolais. À l'occasion de la séance consacrée à l'ouverture des plis organisés par la cellule de gestion des projets et des marchés publics du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. J'exhorte à cet effet les membres de la commission de passation des marchés au strict respect des prescrits de la loi qui se résume en son article 1er par la transparence, l'équité, l'égalité de traitement des candidats et le respect des règles d'éthique. S'en est suivi la signature du registre de réception de l'offre, ouverture des plis et lecture des mentions relatives à l'acquisition des véhicules terrestres et équipements informatiques au profit de l'ONIP. À noter aussi au cours de cette cérémonie la lecture, adoption et signature du procès verbal d'ouverture des plis par les membres des commissions des passations des marchés. L'ONIP passe à la vitesse de croisière en marche vers les élections de 2023. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est arrivé hier dans la soirée à Lubumbashi. Sur place, Jean-Pierre Liaou va procéder à l'évaluation du fonctionnement de la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics. En outre, le ministre de la fonction publique va lancer 2 fichiers des références de l'administration publique dans le Haut-Katanga. C'est à 19h50, heure locale, que l'avion transportant le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a franchi le seuil de l'aéroport international de la Loano, dans la province du Haut-Katanga. Au bas de la passerelle pour son accueil, le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy Kimimba et le ministre provincial de Finances Choma. Le patron de la fonction publique nous délivre ici l'objet de sa visite à Lubumbashi. D'abord pour rencontrer les différents chefs de division des administrations publiques. Ensuite, procéder à une évaluation du fonctionnement de la Caisse nationale de la sécurité sociale de l'administration publique, donc des agents publics de l'État. Dans un troisième temps, lancer l'opération de la remontée de données provinciales de cette province afin de parachever la constitution du FRAP 2, le fichier de référence de l'administration publique. Ayant appris le malheur qui a frappé la République démocratique du Congo en général et les Grands Katanga en particulier, pour parler du décès du patriarche Antoine Gabriel Kyungu Akumonza, le VPM Liao n'a pas manqué de dire tout son profond regret. L'émotion est nationale. Kyungu Akumonza, le patriarche, Kyungu n'appartenait pas à une province, c'était une figure nationale. C'est l'un des pères fondateurs de notre démocratie. Je me dois de saluer la mémoire d'un de grands fils de notre pays. C'est clair. Je foule le sol effectivement pour la première fois avec beaucoup d'émotion. Il est à noter que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, est à sa première mission officielle depuis sa prise de fonction au gouvernement Samalou Kondé d'Ide Warriors. Le ministre du Commerce extérieur de son côté dans le Haut-Katanga depuis le dimanche dernier. Jean-Lucien Boussa est en mission de consultation des opérateurs économiques pour la facilitation du commerce, mais aussi l'inauguration du laboratoire de produits de l'Office congolais de contrôle dans la province du Lualaba. Avant de prendre des mesures restrictives sur certaines importations, le ministre national du Commerce extérieur est en mission des consultations des opérateurs économiques dans le Haut-Katanga. Jean-Lucien Boussa, qui a foulé le sol louchois par l'aéroport de Loano sur le coup de 21h ce dimanche 29 août, doit consulter le gouvernement provincial et les opérateurs économiques, non seulement pour protéger l'industrie locale, mais aussi pour garantir le besoin des populations. Le gouvernement m'a chargé de prendre des mesures portant restriction de certaines importations de produits qui sont suffisamment fournis en République démocratique du Congo pour protéger l'industrie nationale.
Et donc je viens ici justement pour échanger avec ceux qui produisent et pouvoir dans quelle mesure ces mesures peuvent être appliquées au bénéfice des industriels, mais aussi au bénéfice de la population. Ensuite, le ministre doit présider dans le Lualaba la cérémonie d'inauguration d'un laboratoire de produits miniers propre à l'Office congolais de contrôle. J'irai jusque dans le Lualaba parce que l'OCC qui est sous ma tutelle a construit un laboratoire moderne à Tekefungurume et donc je viens donc inaugurer ce laboratoire qui a été construit. Et nous sommes dans cette politique de construction des laboratoires au niveau de l'OCC pour garantir la qualité, avec les échanges qui se multiplient au niveau intra-africain et international. La compétitivité aussi, c'est la qualité de vos produits. Cette visite du ministre national du commerce extérieur devra déboucher sur des stratégies efficaces de facilitation du commerce, mais surtout l'inauguration du laboratoire minier renforcera les capacités de l'Office congolais de contrôle à assurer la conformité des produits miniers exportés du pays. En dehors de nos frontières, ça ne s'arrête pas. La situation en Afghanistan a pris déjà une autre tournure ce matin. Les talibans ont réussi à prendre totalement le contrôle de l'aéroport international de Kaboul, ville capitale d'Afghanistan, longtemps restée entre les mains des militaires américains qui ont fini par se retirer, signalant que ce départ des troupes américaines a été accéléré après l'assassinat de plus de 12 militaires américains tombés lors de l'explosion d'une bombe près de l'aéroport de Kaboul la semaine dernière. Ça prend déjà toute autre allure. Les talibans ont pris ce matin le contrôle total de l'aéroport international de Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Une communication de l'armée américaine a été annoncée ce lundi après avoir achevé son retrait d'Afghanistan, tout en indiquant qu'ils travailleront avec les islamistes si jamais ils tiennent leur engagement. Cependant, cette défaite de la plus grande puissance du monde sur le plan d'armement fait polémique. Joe Biden, 46e président américain, a déclaré que c'est ce qui arrive lorsqu'on se rend à une organisation terroriste. Comme son prédécesseur, le président américain Joe Biden s'est engagé à mettre fin à ce qu'une grande partie de l'opinion et des médias américains appellent Forever War, qui signifie une guerre éternelle. Pour plusieurs observateurs avertis, les États-Unis utilisent une stratégie de petite taille en négociant avec les talibans et marginaliser leurs alliés locaux. Pour rappel, depuis la victoire des talibans, plusieurs pays africains accueillent les ressortissants afghans contraints de quitter les pays à cause de cette situation dramatique qui, jusque-là, a causé beaucoup de morts, dont la plupart sont des civils. En sport éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, le groupe du sélectionneur Hector Cooper et affiche complet ce mardi avec les arrivées au lieu du rassemblement de Christian Luyindama, Marcel Tisserand et Yannick Bolassé. Les 22 joueurs qui sont à sa disposition vont s'entraîner ce soir avant de s'envoler pour Lubumbashi demain pour affronter la Tanzanie le jeudi 2 septembre, puis les écureuils du Bénin le lundi 6 septembre à Cotonou. À 2 jours de cette rencontre, le FOF congolais effectue les derniers réglages ce mardi au terrain Oujana avant de prendre la direction de Lubumbashi où ils recevront le Taifa Stars. Hier, les 22 léopards qui sont au lieu du rassemblement ont palpé du doigt l'évolution des travaux au Stade des Martyrs. La délégation, conduite par Donatien Chimanga, président de la FECOFA, a été reçue par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Chembo. Cette visite est partie des vestiaires pour se clôturer sur l'aire de jeu. À l'occasion, Raoul Hector Cooper, sélectionneur des Léopards de la RDC, s'est dit déterminé à qualifier l'équipe à la Coupe du Monde Qatar 2022. Si on a tous les compartiments en bon niveau, ça nous oblige, ça nous compromet et que les choses aillent bien. Aussi, nous on a besoin de l'aide de tout le monde, du ministre, de la nation, pour avoir tout ça là. Donc. Todo lo posible para tener una alegría, ¿no? Et on va tout faire pour avoir pour faire une bonne qualification. Certains joueurs n'ont pas caché leur satisfaction après avoir constaté la rénovation du stade de Martyrs. Parce qu'on sait que c'était quelque chose qui était important pour la progression de l'équipe. Et là, le fait que voilà, il y a un nouveau terrain, qu'il y ait des travaux, les infrastructures s'améliorent,
c'est vraiment une très bonne chose pour le futur de la sélection. Et ça va nous donner tous les moyens possibles pour atteindre nos objectifs qui sont élevés. Très très bien pendant. Et ça nous plaisir, il y a trop. Félicitations parce que ça se voit, le travail, ça se fait. Je vois quand même l'histoire commence un peu à changer. Quand même là vraiment il faut féliciter, il fait un très bon travail. Tous les ingrédients semblent être réunis pour permettre à la RDC de pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde 47 ans après. Prenons le rappel des titres. Facilitation des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La route transfrontalière avec le Rwanda à la Ruzizi-Prémy au sud Kivu a été rouverte le lundi 30 août après sa réhabilitation par le gouvernement provincial. État de siège en Ituri, les forces armées de la RDC continuent de récupérer des zones jadis sous contrôle des rebelles Codeco. Actuellement, l'axe Iga-Barrière-Mungwalu est sécurisé par l'armée. La médecine traditionnelle en honneur, aujourd'hui 31 août sur l'échelle africaine. La contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts des ripostes à la Covid-19, c'est le thème de cette 19e édition. 20 ans après les débuts de leur intervention, les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan, a annoncé le Pentagone le lundi. Ils laissent le pays aux mains des talibans au terme de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Ne nous quittez pas, dans un instant, la revue de presse. Jenny Kayembe a sélectionné les journaux et titres de ce mardi et me rejoint sur l'autre côté du studio. Bienvenue. Merci Védrine Kenge, bonjour à tous. On commence par la désignation de membres de la CENI. La confusion se poursuit à l'Assemblée nationale malgré la position de la commission paritaire. Tout à fait, certains acteurs sociopolitiques congolais continuent d'émettre des doutes sur la neutralité et la légalité de la commission mixte paritaire, majorité opposition de la Chambre basse du Parlement. C'est le cas de la députée nationale Geneviève Inagossi, membre du Front commun pour les Congos, citée par Forum des As. Cette dernière estime que cette commission est tout sauf une commission mixte paritaire, au motif que celle-ci siège contre vents et marées, ajoute mediacongo.net, chose qu'elle n'a jamais vue dans les annales parlementaires, poursuit-elle, tout en affirmant que jusque-là, il n'y a aucune décision officielle de la part de Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, au sujet de cette commission. Quand bien même ils émettent de doutes, les députés nationaux Védrine Kenge s'apprêtent à convoquer une plénière devant adopter les rapports de la commission mixte paritaire, majorité opposition, et passer à l'enterrement de membres du bureau de la commission électorale nationale indépendante, désignée par les 6 confessions religieuses complètes. Forum des As. Terminons, Jenny, avec cet autre sujet d'actualité. En Afghanistan, les talibans célèbrent leur victoire après les départs des Américains. Effectivement, c'est un moment historique pour les talibans. 2 coups de feu ont éclaté ce matin à Kaboul pour célébrer les départs des Américains en Afghanistan, rapporte France24.com. Les talibans parlent de la défaite américaine et la considèrent comme une leçon pour d'autres envahisseurs. Avant de quitter les sols afghans, les troupes américaines auraient détruit des avions, véhicules et d'autres biens, renseigne Radio France Internationale. Et les réactions n'ont pas manqué à ces sujets. C'est le moment le plus difficile de la présidence de Joe Biden, estiment certains analystes avertis. Des remarques proviennent de son propre camp et du côté des républicains. Nombreux républicains réclament déjà sa démission ou sa destitution, rapportent ces sites français. Et les démocrates, eux aussi, ont décrié les manques de préparation depuis la chute de la capitale afghane jusqu'au départ des troupes américaines. Ces observateurs reconnaissent tout de même l'engagement de l'armée américaine et condamnent par ailleurs le manque de stratégie et tactique du président Joe Biden et de son administration. Merci Jenny Kayembe pour cette sélection. Merci à vous autant. C'en est fini avec ce journal. Merci de rester fidèle à Télé 50. L'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.